Mon nom est Angelo Tremblay. Je suis professeur à la division de kinésiologie à l'Université Laval. Angelo Tremblay has shed light on the hidden causes of weight gain, such as sedentary work and lack of sleep, and also on the effects of highly restrictive diets. La restriction que l'on qualifie dans le domaine de la psychologie de rigide n'est pas quelque chose qui est bien rentable à long terme. Ah, d'accord, on va peut-être gagner une bataille, mais on gagne rarement la guerre. Dans l'étude des familles de Québec, on a eu l'opportunité d'expérimenter, de tester cette question-là, et on a été à même de constater que les personnes, surtout les sujets féminins, qui rapportent un comportement de restriction sévère sont des personnes qui, au fil des ans, gagnent beaucoup plus de poids que la personne qui ne s'adonne pas à ce type de restriction dite rigide. La recherche qui a été faite par certains scientifiques au cours des dernières décennies, centrée sur une meilleure compréhension du contrôle de l'appétit, amène tout naturellement à dire qu'il est important d'écouter son corps, d'être à l'écoute de ses signaux de satiété pour faire en sorte qu'on atteint un certain niveau de satiété, de rassasiement, lorsqu'on arrête de manger. Across the Atlantic, the world's most advanced research on hunger and satiety mechanisms is being conducted in London. For over 25 years, Professor Stephen R. Bloom's team at Imperial College has been working on developing a drug to regulate these mechanisms in people who are significantly overweight. It turns out that there's a very specific mechanism. The gut releases hormones, satiety hormones, and these tell the brain that the gut's full of food. And we were able to extract these hormones, actually now more than a quarter of a century ago, and these tell the brain that there's a lot of food you've just eaten and the digestive system needs to be given time to digest it. Don't eat any more for a while. So they're very important in your everyday physiology. I'm Professor Harvey Anderson, Department of Nutritional Sciences, the Faculty of Medicine at the University of Toronto. We have physiological regulatory mechanisms that really do aim to control how much we eat. And we feel satiety through those mechanisms. The problem is that the environment can override those signals. We are doing studies with children to try to answer that question. And just to give you an example of one study that we published using boys as our subjects. So what we did was give them a sugar load before they had access to pizza. Now, when they weren't watching TV, the calories in the sugar load reduced the amount of pizza they ate. So they corrected for the fact that a half an hour before they ate, they had some calories from sugar. And they ate less from the pizza meal. However, when we did the same thing, but now we gave them pizza while they were watching The Simpsons, the fact that they'd had a sugar load before the meal didn't register. So they had those extra calories. Not only that, but then when they ate the pizza meal, they ate 22% more. The physiologic signals are still there, and they will operate if you give them a chance. Souvent, les gens n'imaginent pas qu'il y a bien autre chose que la faim qui va affecter combien de fois on mange par jour et quelle quantité d'aliments on peut consommer. France Bellil is also interested in the impact of environmental factors on food intake, such as television and other stimuli. J'ai fait ces études sur des femmes, donc des adultes,
qui étaient des personnes de poids normal ou avec un très très léger embonpoint. Donc chez ces femmes adultes, nous avons vu qu'il existe des caractéristiques individuelles qui peuvent prédisposer justement à une certaine sensibilité aux facteurs de l'environnement. Et cette sensibilité va être sensible à une dimension personnelle que l'on appelle la restriction cognitive de la prise alimentaire qui, dans des termes plus simples, correspond au fait de se mettre au régime tout le temps, d'être toujours au régime. Si on est toujours au régime, on restreint sa prise alimentaire d'une façon qui est parfois excessive, et en retour de cette restriction qui n'est pas toujours, mais qui peut être parfois excessive, on va avoir une sensibilité accrue à des facteurs dans l'environnement qui vont nous faire lâcher tout à coup notre restriction et nous porter à manger plus. There's quite a body of evidence which suggests if you rush the food down, the gut hormones that are signaling satiety take time to be released and take time to act in the brain. So you can cram a lot of calories in before the normal, hey, I'm full signals from the gut and can be detected by the brain, and therefore you can overeat. So you start very hungry and you get the food in so quickly you don't realize how much you've eaten. So fast food probably is bad, and the French habit of enjoying their meals and eating it slowly is probably a very good thing. Ah, the French. How do they do it? Sociologist and author Claude Fischler recently headed a study that sheds light on the profound differences between Americans and the French when it comes to dining. Isn't the ritual surrounding our food just as important as what is on our plate? S'il y a vraiment une différence fondamentale entre par exemple dans les 6 pays qu'on a étudiés dans cette grande enquête OSHA, s'il y a vraiment une différence fondamentale, elle est incarnée par les 2 pôles extrêmes opposés qui sont les États-Unis et la France. D'un côté, manger c'est une affaire personnelle et individuelle. Ça c'est le côté américain. C'est moi qui suis concerné, c'est moi qui suis libre et c'est moi qui suis responsable. Je veux avoir le choix. Dans le temps, il n'y avait pas le choix, maintenant il y a le choix. Plus il y a de choix, mieux c'est, mieux on est libre. Mais dans cette liberté, on doit exercer une responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on doit faire le bon choix sur des critères rationnels. L'opposé parfait, ce sont les Français. Et les Français, pour eux, manger n'est presque jamais une affaire exclusivement individuelle. C'est une affaire qui a une dimension, j'allais dire, publique. C'est-à-dire que manger, c'est un acte collectif qui doit répondre à certains impératifs de temps, de lieu et de personnes présentes. Donc manger est un acte qui est socialement construit, c'est presque un rituel. Alors il y a plusieurs formes, c'est pas aussi rigide que ça bien sûr, et puis ça évolue beaucoup, mais c'est un acte avant tout social et collectif. Et on voit bien que tout ça est très marqué par des traditions culturelles qui sont elles-mêmes très influencées par le contexte religieux, historiquement. Donc, protestant, responsabilité individuelle, je dialogue directement avec le Très-Haut, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de confession, d'arrangement, d'accommodement. Catholique, la communion. D'une certaine manière, vous êtes un peu sous le contrôle des autres, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger plus que votre part, vous n'allez pas, etc. Je pense que dans un contexte comme ici en France, jusqu'à présent, mais ça change, c'est peut-être l'explication du fait que nous ayons moins d'obésité ici que dans les pays de niveau de développement équivalent. En Europe, on est les plus minces.